Le premier moyen, ce n'est pas le moyen militaire, c'est plutôt la corruption. Ils donnent l'argent aux gens, ils achètent les gens à l'intérieur des systèmes pour les affaiblir. Donc, moi, je regarde beaucoup plus de ce côté-là. Mais bon, il se peut qu'il y a des intérêts internes, des divisions, etc., qui ont amené à ça. Mais moi, je vois beaucoup plus là où la force est concentrée, que ce soit militaire, économique et diplomatique. On voit ça sur les médias. Hein. Voyez comment est-ce que la chose est couverte de manière médiatique. Vous saurez déjà qui est à la manœuvre. Monsieur Opportunity. Oui, j'écoute. Je voulais vous poser une question. Dans la première phase de la crise qu'il y avait au Mali, avant même le coup d'État qui a porté la Assimi Goïta à Vincent, est-ce qu'il y avait les Ukrainiens dans cette affaire? Non, il n'y avait pas. Pourquoi ils sont là aujourd'hui? Ben, on peut dire la même chose. Donc, c'est ce que tu es en train de dire, non, que les Ukrainiens sont là. Je pose juste une question. Pourquoi ils sont là aujourd'hui? Tu veux dire ils sont là à cause des Russes. Donc, ça voudrait dire seulement que quand il y aura une guerre en Ukraine ou dans d'autres pays et qu'il y a un Africain qui ne les aime pas, il peut aussi aller là-bas bombarder. C'est pas là le problème. Ils sont là parce que... Pour moi, ça n'a aucun sens. Non, ils sont là parce que... Et je l'avais dit qu'il faut savoir prendre des positions entre les conflits, entre les puissances. Ils sont là parce que des gens sont allés en Russie pour dire que nous soutenons la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Vous avez entendu ça, non? Vous avez entendu ça, non? Qui a dit ça? Ah mais, vous n'avez pas entendu? Non, tu parles de qui? Tu peux me tutoyer, Ferdinand. Je suis togolais. Si tu veux, tu peux me tutoyer. Non, c'est pas une question de togolais. On peut se vous voyez, ça n'a rien à voir avec la nationalité. Il y a pas de souci. Continue. Quand il y a eu le sommet en Russie, où il y avait les présidents de l'AES qui sont allés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui soutenaient la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Vous avez entendu ça, non? Oui, c'est clair. J'écoute. Vous avez entendu ça? Oui, j'écoute, continue. Oui. Est-ce que c'était une bonne chose de le dire comme ça, expressément comme ça? Mais est-ce qu'ils sont en guerre contre l'Ukraine? Est-ce qu'ils sont en Ukraine? Non, je vous pose une question. Vous parlez de narratif. Est-ce qu'ils avaient besoin de dire ça en Russie? Mais moi, je ne décide pas ce que des présidents disent de leur propre pays. Oui, donc, ne soyez pas étonnés que quand vous allez quelque part soutenir une guerre qui ne vous concerne pas, il y a des gens qui viennent aussi vous faire la guerre. C'est ça le problème, en fait. Il faut qu'on se dise la vérité. Puisque hier, l'Ukraine n'entraînait pas ces gens-là. Aujourd'hui, l'Ukraine les entraîne. Qui a fait ce courant d'air? Qui a tiré ce courant d'air des Ukrainiens vers là? Mais ça, c'est deux choses différentes, Ferdinand. Si quelqu'un parle, je peux utiliser un mot, et une autre personne vient équiper des terroristes d'armes pour tuer des civils, il n'y a pas de comparaison entre les deux choses. Non. Ce qui est derrière que vous ne reconnaissez pas, c'est que les Russes qui sont au Sahel et particulièrement au Mali, ils exploitent des mines d'or. Et ces mines d'or qu'on achemine en Russie par Dubaï, ça sert à alimenter l'effort de guerre. Ça aussi, c'est clair et documenté. Pourquoi vous ne le dites pas? Pourquoi vous ne le dites pas? C'est pour ça que les Africains ne doivent pas se mêler de ce qui ne les concerne pas. On n'a pas à aller se positionner dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ça ne nous concerne pas. C'était une erreur de se prononcer comme ça. Ça ne nous concerne pas. Parce que les Russes et les Ukrainiens, c'est des cousins. S'ils veulent se tuer entre eux, c'est leur problème. Qu'est-ce que nous on va chercher là-dedans? Ah bon, vu sur cet angle, pourquoi est-ce que l'Ukraine n'est pas en train d'attaquer la Chine ou bien l'Iran ou la Corée du Nord? Des gens qui ont soutenu directement la Russie. C'est pour ça que je dis, avoir des rhétoriques est différent d'aller équiper des terroristes. C'est deux choses tout à fait différentes. Mon frère Opportunity, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Tous ces pays que tu viens sont dans le la guerre, mon frère, l'histoire de la guerre est une question d'alliés. Quand vous voulez faire une guerre, c'est une question d'alliés. Vous avez vu les Ukrainiens qui sont depuis un certain temps au Moyen-Orient pour aider les Arabes à apprendre comment bloquer les drones d'attaque. C'est une question d'alliés. Donc quand vous vous alliez dans une guerre, ne soyez pas surpris que vous ayez l'effet boomerang. C'est pour ça qu'avant de sauter dans une affaire, il faut réfléchir. Bon. On n'avait pas à rentrer dans cette histoire-là.
Ils pouvaient développer leurs relations avec la Russie tranquillement, sans se prononcer clairement qu'ils soutiennent la guerre que la Russie menait contre comment appelle-t-on, l'Ukraine. Vous dites que pourquoi l'Ukraine n'attaque pas la Corée du Nord? C'est pas le même niveau de puissance. C'est aussi ça la vérité. Dans une guerre, Il a parlé de l'Irlande aussi, mais l'Irlande... c'est pas la même chose. Pas d'Irlande, l'Iran. Ah, l'Iran, ok. L'Irlande. C'est pas la même chose. Ok, bon, moi, l'Ukraine, c'est seulement... L'Ukraine est seulement l'une... Il était prêt à fournir... c'est pas envoyer ses techniciens en Iran. Oui, il avait dit. Voilà. Il avait dit ça. Bon, l'Ukraine, c'est l'un des exemples que j'ai donné. J'ai parlé de Mauritanie, d'Algérie, de la France, etc. Donc, je ne veux pas trop m'appesantir seulement sur un seul Mais pays. vous ne parlez pas des pays arabes qui donnent beaucoup d'argent aussi. Le Qatar a donné 50 millions de dollars. Oh, bon, ça, ils peuvent justifier ça. Ils peuvent justifier ça comment? Il y avait quelqu'un qui était... Comment justifier ça, mon frère? Comment ils peuvent justifier ça? Oui, ben c'était... Ils l'ont fait, mais ils l'ont fait disons... il y a quelqu'un qui a été enlevé, ils l'ont fait comme rançon. Ils n'ont pas seulement donné 50 millions de dollars, ils ont donné des armes. En plus de l'argent, ils ont donné des armes. Oui, mais je ne justifie pas ce que le Qatar a fait. Je dis seulement que... Non, pas du tout. Je dis à la différence de l'Ukraine, eux, ils peuvent justifier parce on a enlevé quelqu'un et ils ont payé ça pour reprendre la personne. L'otage. À chaque fois, quand on fait ça, on va donner 50 millions de dollars à chaque fois pour financer les terreaux. Oui, mais... Et après, moi, je nos populations, nos frères, nos soeurs. Mais quand même, arrêtez. Moi, je compare ça seulement avec l'Ukraine. Si les Ukrainiens avaient des otages qu'ils veulent libérer et ils viennent faire ça, on peut dire, OK, voilà, au moins il y a une raison. C'est pas qu'ils avaient des otages, ce sont des otages, ce sont des simulacres. Une autre question, monsieur. Ce sont des otages, il faut fournir tel montant. Une autre question, monsieur Opportunity. Avec quoi les terreaux se déplacent majoritairement? Bien sûr, avec des choses qui ne sont pas fabriquées dans leur pays. Ça veut dire qu'ils sont équipés par d'autres. Il y a des voitures et des motos. Il n'y a pas que des motos, il y a des voitures et des motos. Avant les voitures, c'est les motos. Les voitures, on sait là où les motos. Quel est le circuit de filière des motos en Afrique? Je ne comprends pas la question. Quel est le circuit de la filière des motos en Afrique? Oui, mais tout ça là, c'est importé par bateau. Ça veut dire, pour acheminer ces choses-là dans des pays qui ne sont pas à la côte, bon, il doit y avoir beaucoup de complicité. Alors, les motos, majoritairement aujourd'hui, sont fabriquées en Chine. Et comme vous le dites, il y a des filières qui acheminent les motos par les pays de la côte vers le Sahel. Alors, pourquoi, si les États africains veulent vraiment lutter contre le djihadisme, ils ne bloquent pas la filière des motos d'abord. Ils ne réglementent pas la filière des motos. Parce que justement, ceux qui importent les motos, si vous les cherchez, vous verrez qu'ils sont au cœur même des systèmes du pouvoir. Et ils font beaucoup de milliards en important les motos. C'est pour ça que je dis le problème, il est à la fois exogène et endogène. C'est en fait ce que je disais dans mon introduction quand je disais que la situation du Sahel n'est pas une situation tout à fait normale parce qu'elles ne sont pas dans la CEDEAO ou bien elles ne sont pas vraiment reconnues par la communauté internationale. Qui a dit que c'est normal? J'ai dit ça. Donc je continue. Je dis que je ne sais pas pourquoi on s'appesantit seulement sur l'Ukraine. Hein. Il n'y a pas que l'Ukraine. Il y a d'autres pays plus personne ne parle de l'Ukraine. Personne ne parle de l'Ukraine. C'est vous qui avez évoqué l'Ukraine. Oui, j'ai cité beaucoup de pays, mais c'est toi qui es venu sur l'Ukraine. C'est pour ça qu'on a parlé de ça. Non, moi je ne suis pas venu sur l'Ukraine. J'ai posé la question de l'Ukraine, mais j'ai parlé du Qatar, j'ai parlé des Occidentaux, j'ai parlé des Arabes. Maintenant, je parle de la filière des motos. Donc moi, je parle de tous les acteurs qui sont impliqués dans cette histoire-là. C'est pour vous dire que il faut pas seulement regarder dans un seul sens. Il y a plusieurs puissances qui ont des intérêts croisés dans cette zone-là. Absolument. Oui, donc il faut nommer les intérêts les uns après les autres. C'est ça la réalité. Mais la question que j'ai posée, c'était quand il y a des situations comme ça, la première question qu'il faut se poser, c'est à qui profite le crime. C'est ça. Et j'ai cité 4 pays comme exemple. J'ai dit c'est pas tout. Par exemple, j'ai dit la France, j'ai dit la Mauritanie, j'ai dit l'Algérie, l'Ukraine. Et j'ai dit c'est pas exhaustif, une liste exhaustive. Mais pour moi, Monsieur Opportunity,
Désolé de vous couper, Donc, moi j'ai juste une question. Et puis il y a M. Zag aussi peut-être qui va... oui, mais... Oui. Je vais lui poser une question rapide parce que là, je le prends tout à l'heure au mot, rien d'intéressant, mais tout de suite, vous avez signé à qui profite le crime. Et je pense que ce que nous sommes en train de dire là aussi dès le début, en faisant nos analyses et avec l'arrivée du grand frère Ferdinand, on avait dit même que il se pourrait que même le crime là peut profiter aux responsables maliens, c'est-à-dire au premier responsable Assimi Goïta. Et donc, vous avez repris en disant que on sait comment ces gens-là fonctionnent, on achète les choses. Moi, je vais vous expliquer quelque chose de très technique. Vous avez dit, on peut acheter les gens sur les checkpoints. Vous savez ce que c'est qu'un checkpoint sécuritaire autour d'une zone? Et donc, on peut payer tous les individus qui sont sur les checkpoints, sachant que moi, je connais pas la configuration, mais si on parle de checkpoints dans les quartiers sécurisés, on a 2, 3, 4 checkpoints sur une seule voie déjà d'abord, avant même d'arriver au cœur. Donc, vous voyez pas que ce côté, techniquement parlant, c'est pas faisable ou vous sortez des arguments pour soutenir quelque chose? En fait, j'avais 4 points dont je voulais parler. On est seulement sur le premier, mais je réponds à ta question et je me mute. Tu poses une question maintenant de manière hypothétique. Je te réponds avec des faits précis. Ça veut dire que tu ne paies même pas attention quand je parle. Moi, je montre rarement dans les lives. C'est intéressant beaucoup de choses que vous dites, mais il faut aussi apprendre à écouter les autres lorsqu'ils parlent. Quand je parlais d'acheter les gens, j'avais déjà donné un exemple un truc qui s'est passé il y a que quelques mois. C'était où? Au Venezuela. Le président habitait aussi dans un endroit comme Goïta et les autres habitent. On a payé les gens et on l'a enlevé. Et on vient nous jouer maintenant un film de Hollywood là-bas. Et voilà, les Rangers ont fait ci ou ça. On sait qu'on les a achetés. Les experts, même américains, l'ont dit. C'est ce qui s'est passé. Donc, ce n'est pas un truc qui n'est pas possible. C'est déjà fait. Ça se fait. C'est tout. Ce que vous êtes en train de dire, c'est exactement ce qu'ils sont en train de dire aussi. Donc, je ne vois pas la contradiction dans ce que vous êtes en train de dire. Oui, mais Zaga, ce que Genjoum vient de poser comme question, j'avais déjà dit ça, mais il me pose une question comme si je suis en train de raconter des histoires. En fait, il faut comprendre des opportunités. Voilà. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous êtes arrivé dans le live, c'est comme si vous êtes venu dire le contraire de ce que Ferdinand et les autres sont en train de dire, mais finalement, vous êtes en train de dire la même chose. C'est ce que je suis en train de dire. Ah, Zaga, j'ai même peut-être que je ne suis pas longtemps appesanti sur cet aspect. J'ai commencé par dire que, comme Ferdinand disait, c'est ce que j'ai dit, hein, comme Ferdinand disait, lui parlait beaucoup du fait qu'il y a des complicités, non pas complicités, il posait des questions. Il n'a même pas fait des affirmations. Il a dit qu'il se pose des questions sur le fait qu'un truc comme ça puisse arriver. Et là, j'ai dit en même temps que comme ce qu'il dit, je suis absolument d'accord avec lui. Ben, on connaît tous Lomé. Qui peut aller à Lomé 2 là-bas faire quelque chose? Même tu peux quitter le campus pour rentrer à la caisse et aller à Lomé 2. Tu vois tout ce qu'il y a là-bas. Ce n'est pas un truc qui est facile. Mais on a vu au Venezuela comment ça s'est fait. Ce qui veut dire que c'est des choses qui sont en fait possibles. Voilà, mais, donc c'est la même chose vous êtes en train de dire. Donc j'ai dit, il n'y a pas de... Voilà, je ne vois pas pourquoi les gens pensent que... Non, les gens ne pensent pas. La question est que quand tu poses la question que... En fait, moi j'ai 2 questions. En fait, vous êtes en train de dire à qui profite le crime actuellement au Mali. OK? Ça, moi aussi, j'aimerais vous poser la question, à qui profite le pouvoir du Mali actuellement? Bien sûr, à ceux qui sont au pouvoir. C'est quoi la différence entre les terreaux qui tuent des gens et l'État aussi qui tue des gens? Je ne comprends pas la question. La question est que les terreaux et les Touaregs qui sont au direct, ils tuent des gens. Ou pas? Mais bien sûr. L'État aussi tue des gens, n'est-ce pas? Qui est-ce que l'État tue? Quand l'État va tuer les gens dans les... tire sur les terreaux, sur les gens dans les villages, ça tue entre eux, là. C'est des gens, non? Les terreaux, c'est pas des gens? Ben, dans les sciences politiques, il faut lire un peu Weber, la force légitime. Moi, je ne lis rien, c'est un tout terre à terre. Je t'explique, la force légitime appartient à l'État. Monsieur, attendez, s'il vous plaît. Vous allez comprendre.
non, attendez, s'il vous plaît. Moi, je veux pas aller lire. Je vous pose la question. Vous connaissez mieux que nous. On veut apprendre. Non, j'ai jamais affirmé ça. Non, je n'ai pas dit moi, je ne connais pas. C'est pour ça que je vous pose la question. Quand vous parlez, ça sent que vous connaissez, vous avez lu beaucoup de livres, vous connaissez l'histoire, vous avez la connaissance. Moi, en tant que quelqu'un qui ne comprend pas, je dis, les terreaux tuent les militaires de l'État, l'État aussi tue les terreaux. Maintenant, les deux tuent. C'est quoi la différence entre l'État qui tue et les terreaux qui tuent? C'est ce que je dis, que la force légitime appartient à l'État. L'État a le droit d'éliminer des terreaux. Ça, ce n'est même pas une discussion. Si l'État s'en prend aux civils, ça, c'est des crimes. Mais au terreau, l'État est la seule entité, en fait, dans un pays organisé, ou pas, à avoir la force légitime du droit. Merci beaucoup. Maintenant, quand il y a des manifestations au Togo, l'État aussi sort des militaires pour tuer des manifestants. Donc, l'État a le droit de tuer les manifestants. Tu compares maintenant les manifestants au terreau? Tu sais qu'au Togo, si les manifestants ont aussi des armes, ils vont faire la même chose? Moi, je ne veux pas... C'est pour ça que M. Ferdinand est en train de dire qu'au lieu de tout, en fait, pour unifier les Touaregs et les Peuls et tout ça, ils peuvent s'asseoir et parler, voir comment gérer les choses. Parce que cette histoire ne va jamais finir. Oui, mais la question que je posais à Ferdinand, ce n'était même pas une question. Je soulevais un point. Le fait que les terreaux, c'est pas des gens qui veulent un État fédéral comme aux États-Unis, au Nigeria, etc. C'est des gens qui veulent avoir leur propre pays au sein d'un pays. Et ce pays-là leur a été promis en 2011 par la France, dont le Mali n'appartient pas. Donc, pas la France, comment? Je comprends pas. J'ai jamais vu ça. Pardon? Qui pose la question? J'ai jamais vu la France qui a fait une communiqué pour dire que voilà, je promets de. Il y a même des. Je peux chercher une vidéo. Ça me prendra peut-être 10 minutes, mais il y a des gens pratiquement légitimes qui ont affirmé que pour permettre à la guerre en Libye de ne pas se heurter aux Touaregs qui étaient pratiquement des alliés de la Libye, la France leur a promis qu'après la guerre, s'ils ne s'engagent pas avec les forces libyennes, après la guerre, ils vont leur donner la Zawad comme leur propre pays. Ce n'est pas moi qui le dis. Monsieur Opportunity. Oui, j'écoute. Les Touaregs, ils sont maliens ou pas? Bien sûr, ils sont maliens. Les Peuls qui sont au centre du Mali, ils sont maliens ou pas? Ils sont maliens. Alors, si à un moment donné de leur histoire et de leur communauté de destin avec ceux qui sont au sud, ils se sentent exclus de la gestion des affaires du pays et que quelqu'un vient les manipuler, prend des armes, qu'est-ce que l'État central fait? Il dialogue. Ou bien? Oui. Il dialogue ou pas? On peut dire oui. Parce que dans un dialogue, il y a des gens qui font monter les enchères. C'est à l'État, c'est au pouvoir central de dire, mais on ne peut pas vous accorder l'indépendance pour telle raison, mais on peut rester dans un fédéralisme où vous avez suffisamment de pouvoir pour gérer de façon autonome vos régions. Est-ce que c'est pas possible? Parce que si on ne trouve pas une solution, le problème ne va pas s'arrêter. Puisque nous reconnaissons que ces Touaregs-là, ils sont des Maliens à la base. Les Peuls aussi qui sont au centre du Mali, ils sont des Maliens. Donc, tant qu'ils seront exclus, ou bien tant que le pouvoir au niveau de Bamako sera un pouvoir centralisé, hyper présidentiel, le problème va demeurer. Puisque c'est un pays qui est très vaste. Ça, nous parlons de la réalité au Mali même, on ne parle pas des facteurs exogènes, on parle des problèmes endogènes. Puisque c'est un État qui est vaste, qui est plus grand que la Côte d'Ivoire, le Togo, le Nigeria, tout ça réuni. C'est un pays très grand. Comment on administre un pays très grand? Vous savez comment la Rome antique, je vous parle en tant que quelqu'un qui a étudié l'histoire, vous savez comment la Rome antique s'est démantelée? La Rome antique a tellement fait de conquêtes qu'à un moment donné, elle n'arrivait plus à administrer ses territoires à distance. Parce qu'il y avait Carthage, ils étaient un peu partout, même en Tunisie. Donc, à un moment donné, elle a commencé par perdre les territoires comme ça. Et l'Empire romain s'est effondré. Donc, le Mali étant un territoire assez vaste, il revient à tous ces Maliens dont nous reconnaissons aujourd'hui, qui sont tous des Maliens,
de poser le problème sur la table. Il y a eu certainement les accords d'Alger qui n'ont pas été sérieusement respectés. Assimi Goïta et son ministre des Affaires étrangères, ils ont renoncé à cet accord-là. Mais il faut trouver fondamentalement une solution pour sortir de ces frustrations, pour éviter que les communautés Touareg et Peuls soient manipulées de l'extérieur contre l'État central. À un moment donné, il faut aller à un dialogue. Sinon, le problème ne va pas être réglé. Est-ce que nous sommes d'accord? Je suis absolument d'accord sur cet aspect-là. La manière dont vous abordez le problème, c'est que vous ne voulez même pas qu'il y ait un dialogue parce qu'a priori, vous pensez qu'ils veulent l'indépendance. Non, mais je pense que là, on ne se comprend pas. Mais au Sénégal, la Casamance, le MDFC, je pense que c'est ça, en Casamance, voulait aussi depuis longtemps l'indépendance. Mais il arrive qu'il dialogue avec le pouvoir central sénégalais. Parce que la Casamance, à la base, elle était une enclave portugaise qui était encastrée au niveau de cette colonie sénégalaise. C'est d'ailleurs pourquoi on l'appelle Casamance, c'est un nom portugais. Vous voyez. Et donc, il y a des réalités comme ça en Afrique où il faut s'asseoir et discuter et trouver une solution. Sinon, les gens qui manipulent de l'extérieur, ils trouveront toujours une faille pour faire rentrer des armes, pour manipuler des gens, pour prendre, je sais pas quoi, pour prendre, je sais pas comment dire, les armes contre l'État central. On a vu ça aussi avec le problème Ibo au Nigeria. Donc, à un moment donné, il faut régler le problème. Je suis absolument d'accord sur le fait. Le truc est que peut-être qu'on dit la même chose, mais on parle en allant en cercle. Quand tu parles de dialogue, c'est la meilleure chose dans une situation normale. On n'est plus dans une situation normale. C'est des gens qui sont payés, équipés, manipulés, soutenus diplomatiquement, armés, déjà par des gens de l'étranger qui ont besoin des ressources énormes qui sont dans les territoires qu'eux, ils veulent avoir comme leur propre pays. Un État sérieux ne peut pas accepter ça. L'étape de dialogue est déjà dépassée. Donc la guerre, c'est ça? Bon, mais donc, si l'état de dialogue est dépassé, et quelle issue vous voyez dans cette guerre-là? Est-ce que vous connaissez aujourd'hui le moral des troupes maliennes? Vous savez combien de soldats maliens sont morts au front et combien de familles sont endeuillées? Vous savez combien aujourd'hui les gens dans ces pays-là ne sont plus trop intéressés à rentrer dans l'armée parce qu'il y a beaucoup de morts, des familles endeuillées, des orphelins qui sont abandonnés. Vous connaissez l'état de moralité des armées aujourd'hui? Et puisque ce que vous ne dites pas, c'est que les gens qui sont les territoriaux là, eux, ils se battent non seulement pour le territoire, mais ils se battent pour une idéologie, hein. Ils s'en foutent de mourir. Mais les militaires qui se battent, ils se battent pour leur pays. Mais plus il y aura de morts dans les armées régulières, plus l'armée régulière prendra un coup moral. Et parce qu'il y a des veuves, il y a des orphelins. C'est ça la réalité. Quand il y a eu les attaques au nord du Togo, et quand l'armée togolaise a compris que l'armée, ce n'est plus taper les civils, les gens commencent pas à déserter l'armée, parce que les gens voient la mort. C'est ça la réalité aussi de nos militaires. Les terreaux, ils ont le temps, parce qu'eux, ils combattent pour une idéologie. Ils sont prêts à mourir. Ils meurent pour une idéologie. C'est pour ça qu'ils conduisent des véhicules kamikazes. Or, les militaires, ils se battent pour sauver leur pays et vivre. C'est ça la différence. Donc, dans cette guerre-là, c'est une guerre d'usure. Et dans cette guerre d'usure-là, ce n'est pas évident que les armées régulières vont reprendre le dessus. Hein. Ok, donc, moi je dis seulement, laisse-moi seulement finir une phrase et puis bon, je vais me muter parce qu'il y a Zaga, il y a d'autres personnes qui sont montées, qui voudraient aussi parler. Ferdinand, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas la guerre. Donc, personne ici n'aime la guerre. Voilà, parler de moi je suis, non, personnellement, moi je n'aime pas la guerre. Dialogue et autres là, tout ce qu'on peut faire, utilisant notre intellect, la pensée que Dieu nous a donnée, est mieux que les trucs barbares comme la guerre, s'entretuer et autres là. Mais moi, je vois quand même dans une situation où il y a des gens qui sont prêts à s'attaquer aux civils, aux militaires, aux camps militaires, et la seule chose qu'eux peuvent avoir, c'est leur propre pays, ou bien tout brûler.
des animaux comme ça sont à éliminer. C'est tout ce que je voulais dire. Mais pour le moment, c'est eux qui éliminent les autres. Hein. Parce que si on... Non, mais c'est ça ce que les médias font. Ils font la sélection. Ils font la sélection. Ils font la sélection. C'est la sélection. Attendez, monsieur Al Jazeera appartient à qui? Monsieur Opportunity, vous avez ici un journaliste qui parle. C'est pas une question de médias, c'est une question de faits. C'est une question de faits. Après, le commentaire est libre. Les faits sont les faits. Est-ce que, à l'heure où nous parlons là, l'armée malienne n'a pas déserté Kidal? Vrai ou faux? Je dis encore. Non, je vous pose une question. Vrai ou faux? Est-ce qu'ils n'ont pas abandonné moi aussi, j'ai des sources. Non, ce n'est pas que sources aussi. Vous avez. Non. Moi, j'ai des sources maliennes aussi qui me. C'est pas une question de sources. Nous sommes 377 ici. Est-ce que, à l'heure où nous parlons là, l'armée malienne est à Kidal? Non, ils ont déserté. Moi, je continue à dire que c'est pas une question de source. Est-ce qu'ils sont à Kidal? Alors, moi, j'ai mes sources maliennes. Non, est-ce qu'ils sont à Kidal? Les sources maliennes, ils sont là. Ils sont ici en Togolais. Grand frère, je me mute maintenant. Grand frère, Midasi Pognon, on va dire quelque chose. Laissez les histoires de médias. En fait, il y a des gens, il y a des choses qui sont vraiment terre à terre et vous envoyez ça loin dans les dictionnaires, dans les gros français, dans les trucs. Écoutez-moi. Si demain les terreaux du Mali prennent le pouvoir, automatiquement ils deviennent l'État. C'est ce que vous ne comprenez pas en fait. C'est quand tu es de l'autre côté que tu te bats pour aller au pouvoir, tu es terreau. Mais dès que tu arrives au pouvoir, tu deviens l'État en même temps. Mais on a vu ça en Syrie. Ok. Les terreaux là, ils ont combattu Bachar al-Assad pendant des années. Aujourd'hui, ils sont devenus l'État juste quand on les a reçus en Russie. Le roi même des terreaux là, il a été reçu en Russie par Poutine pendant que Bachar al-Assad, l'ex-président, était en Russie. Vous comprenez? C'est pour vous dire que tout ce que vous voyez au Mali ne profite à aucun Malien. C'est des conneries. Ça ne profite à personne au Mali. Personne, que ce soit l'État, que ce soit les terreaux, c'est le peuple malien qui paye les pots cassés. Et c'est ça qui me fait mal, moi, en fait. Dans tout ça que vous êtes en train de dire, que ce soit l'État, les terreaux, c'est eux, en fait, c'est le peuple au milieu qui paye les pots cassés. Pour des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Et c'est une vérité. Donc, pourquoi on se prend la tête pour ça, en fait? Moi, je prie à ce que la paix revienne au Mali et que les Maliens profitent vraiment de leur pays dans les bombes, le Mali c'est trop. Les Maliens sont dans la souffrance depuis combien d'années? Il faut que ça s'arrête à un moment donné. Sinon, tout ça, c'est le peuple malien qui paye les pots cassés. Donc, arrêtez d'envoyer les histoires dans les dictionnaires, dans les gros français, dans les trucs historiques. C'est terre à terre, les histoires en Afrique. C'est terre à terre. Même un enfant de CP1, tu lui expliques, il comprend. Merci. Monsieur Opportunity, vous dites qu'il faut les éliminer. Vous savez que l'État malien discute avec eux ou pas? Ils en ont enrôlé certains même. Est-ce que vous savez que l'État malien discute avec eux ou pas? Oui, bien sûr, il y a eu des... Comme au Niger, il y a eu des tentatives d'intégrer les gens. Non seulement ils discutent avec eux, ils en ont même libéré certains. Ou bien? Ça veut dire qu'il y a des passerelles de discussion. Oui, moi, je ne sais pas si je ne trouve pas les bons mots pour dire ce que je suis en train de dire, mais je ne suis pas contre les dialogues et autres là. Mais voir des gens qui viennent attaquer la capitale et utiliser des méthodes de terror pour bombarder et autres là, ces gens-là, c'est des animaux, ils sont éliminés. C'est tout ce que je dis. Ok, merci beaucoup. Bon, moi aussi, je vais m'en arrêter là. Bon courage à tout le monde. Tout notre souhait, c'est que la paix revienne là-bas et que les gens comprennent que c'est un problème très complexe. Ce n'est pas seulement sous un seul angle, sous un seul prisme qu'il faut l'analyser. Si vous l'analysez sous un seul prisme, vous n'allez pas bien aborder le problème. Donc, voilà quoi. Mais bon, espérons que ils vont comprendre que la forme même de l'État malien aussi est un problème qu'il faut régler. Ce sont des communautés, ils sont sur le même territoire. Il faut essayer de comprendre ça et avancer. Et comme Romalisson aussi a eu à le dire, à un moment donné, même si on sait qu'ils sont en guerre, c'est compliqué pour eux, mais à un moment donné, il faut essayer d'aller vers des approches qui permettent que les armes se taisent
et que bon, les populations retrouvent un minimum de sérénité. Et vous savez pourquoi on dit tout ça? Parce que nous qui sommes les pays de la côte, on a la pression. Nous qui sommes les pays de la côte aujourd'hui, on n'a pas seulement la pression djihadiste. Hein. Vous arrivez aujourd'hui à Lomé, vous avez de plus en plus des communautés de nos frères du Sahel qui s'installent chez nous et qui vont provoquer aussi demain l'équilibre de nos pays. Et il y en a de plus en plus qui sont là. Ils viennent par vagues. Ils s'installent parce qu'ils fuient la guerre chez eux. Ils s'installent chez nous. Et demain, leur présence massive chez nous vont créer aussi des problèmes en interne chez nous. Donc exactement, nous avons exactement des intérêts à ce que la guerre finisse chez eux pour que ces gens-là retournent dans leur pays. Vous arrivez aujourd'hui à Lomé, dans les quartiers périphériques, il y a beaucoup de Sahéliens qui viennent en masse et qui s'installent. Et qui sont en train de... Et demain, ces gens-là vont créer un déséquilibre entre les communautés. Ça aussi, c'est une réalité que vous n'abordez pas. Monsieur Ditri, ma bien mes questions. Je vais poser une question. En fait, je vois il y a des gens dans les commentaires qui disent Aga, tu ne comprends absolument rien de ce qui se passe au Mali. Je n'ai pas. Attendez, je n'ai même pas besoin de comprendre. Vous avez compris, allez résoudre les problèmes. Maintenant, j'ai une question, hein, Monsieur Ditri. Tu vois, c'est quoi la différence entre Monsieur Opportunity qui dit il faut éliminer tous ces gens parce que ce sont des animaux, et aussi les terreaux qui disent qu'il faut éliminer tous les gars de l'État. C'est quoi la différence? C'est que quelqu'un qui dit qu'on doit éliminer les terreaux parce que ce sont des animaux. Les terreaux aussi disent qu'il faut éliminer tous les militaires de l'État. C'est quoi la différence entre eux? Non, mais la violence, c'est la violence. Ça, c'est clair qu'il n'y a pas de différence. Tu vois? Et c'est pour cela que... C'est pour cela que je ne comprends pas. Voilà, et c'est pour cela qu'on dit depuis tout à l'heure que la violence a assez duré, en fait, qu'il faut trouver une voie alternative. Les personnes qui sont là, les personnes qui sont dans la Zawad aujourd'hui, on a tous reconnu ici que c'est des Maliens. D'accord? Mais monsieur Ditri, vous comprenez comment c'est grave d'entendre monsieur Opportunity qui dit c'est des gens qu'il faut éliminer, c'est des animaux. Mais c'est grave. Bien sûr. On ne peut pas éliminer des êtres humains comme ça, comme si c'est faux. C'est l'idéologie. Ça veut dire que si monsieur Opportunity a ça dans sa tête, effectivement, si on met les terreaux devant lui, il va les éliminer tous. Zaga, tu vas dire aux Israéliens d'aller négocier avec le Hamas ou bien les Américains avec Al-Qaïda et autres. Mais non, moi je ne vois pas la différence entre tout ça là. Je ne vois aucune différence entre ce que tu dis et les terreaux. Opportunity. Ta ligne de défense est un peu trop radicale et pas soutenable. Parce que il faut descendre aussi sur le terrain, il faut se mettre aussi à la place des Maliens, du peuple malien. Et nous qu'on le subir depuis quelques années, depuis plusieurs années, c'est trop. Et à un moment donné, étant donné que l'État discute déjà avec ces gens-là, l'État essaie déjà d'intégrer ces gens-là. Et l'État déjà essaie de trouver des terrains d'entente. Il y a plein de terrains sur lesquels on ne va pas discuter ici, sur lesquels les deux côtés s'entendent, notamment sur la maîtrise des zones, avec les zones minières, etc. Et Ditri, ils s'entendent quand il faut faire rentrer le carburant à Bamako pour faire le blocus. Ils se parlent. Et c'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup de terrains d'entente. Donc, on ne peut plus nous jouer la musique de la extrémiste, terroriste. Non, c'est fini. Parce que dans tout ça, là, c'est le peuple qui paie le pot cassé. J'ai dit son haut village, ça ne me fait pas plaisir de voir qu'un village a été attaqué et puis on a 20 morts, 30 morts, 150 morts. Maintenant, est-ce que vous vous imaginez? On rentre dans un village, on tue toute une famille. On décime des histoires entières, des villages entiers. Et quand on y pense, on se rend compte, mais quelque part, ce sont des intérêts financiers qui sont derrière tout ça. Les gars, on ne peut plus. Nous, en tant que Togolais, et comme Ferdinand l'a dit tout à l'heure, on a déjà des répercussions chez nous. Et on ne peut plus réfléchir de façon pas raccourcie et de façon, simpliste, comme certaines personnes le font. Il faut maintenant qu'on prenne ce sujet-là sous tous ces angles.
Laissez bien. Il faut qu'on prenne ce sujet sous tous ses angles. Mais il faut tuer ce genre. D'accord, les gens qui sont en moto, qui sont des timbrés, qui sont en train d'évoluer et tout ça là pour aller faire, il faut les arrêter, il faut les dégommer. Ça, c'est vrai. Maintenant, de manière globale, ces gens-là discutent déjà avec l'État. Ils ont déjà des terrains d'entente sur les exploitations minières, sur le carburant, sur l'acheminement des carburants, sur plein de choses. Donc, il faut maintenant qu'on essaie de régler, de prendre la version de peu de tout le monde et de travailler avec les arguments de tout le monde. Si on reste dans cette position figée là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a liquidé un ministre de la Défense. Vous vous attendez à quoi demain? Normalement, dans certains pays, c'est une déclaration de guerre. Que ce soit une guerre endogène ou exogène, c'est une déclaration de guerre. Si on ne maîtrise pas rapidement ce sujet-là, ça veut dire qu'au sein de l'armée, il va y avoir des factions qui vont se créer et vont tous rentrer tout de suite, peut-être dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 3 mois, ils vont se rentrer en conflit et on va voir des choses encore beaucoup plus graves que ça. Laissez-moi à monsieur Opportunity. Donc, à Nyakwabi, position radicale comme il est adopté, à un moment donné, il faut prendre en compte tous les paramètres et mettre un peu de l'eau dans notre vin. Parce que cette histoire-là... D'accord, je vais descendre, Dimitri. Je dis seulement ce mot et puis je descends. Pour moi, la première ou la meilleure chose, c'est le dialogue. Mais dialoguer avec des gens qui, la seule chose qu'ils veulent accepter, c'est d'avoir leur propre pays. Ce n'est pas une prérogative que l'État peut accepter facilement. Parce que personne ici ne va dire à Israël d'aller négocier avec le Hezbollah ou bien aux Américains, aux Français d'aller négocier avec les terroristes. C'est seulement aux Africains qu'on dit ça. Et les mêmes personnes qui demandent d'aller dialoguer, c'est eux qui sont derrière les terreaux. Donc, pour moi, la rationalité doit jouer dans ce genre de choses. Dialogue quand c'est possible. Quand c'est pas possible, éliminer ces animaux. Merci et bonne journée. Non, mais... Monsieur Opportunity, il serait intéressant si la situation évolue au Mali dans un sens ou dans un autre pour que vous reveniez pour qu'on débatte. Parce que... Je reviendrai. Je suis dans tes lives, souvent, je reviendrai. Oui, parce que tel qu'on vous le dit, dans la poursuite dans laquelle nous sommes aujourd'hui dans ce pays-là, on ne voit vraiment pas d'horizon. On ne peut pas aujourd'hui dire clairement, c'est celui-ci qui va prendre le dessus. Et ils vont continuer par s'entretuer, et comme Zaga l'a dit, pour le malheur du peuple malien. Tu me tapes, je te tape dessus, tu me tapes dessus, je te tape dessus, et il y aura des dégâts partout. Et ça va durer. Et plus la guerre va durer, plus le Mali, qui est un État, va prendre toutes ses ressources pour acheter tout le temps les armes. Et donc va sacrifier les secteurs sociaux, l'éducation, la santé, les écoles, les routes, et tout ça. Il va sacrifier ça pour acheter des armes. Et quand ils vont continuer par acheter des armes, ils vont enrichir les vendeurs d'armes, les Occidentaux, les Russes, les Chinois et tout ça. Et plus la guerre va durer, plus les vendeurs d'armes vont se faire de l'argent, au détriment de l'État malien. Donc, à un moment donné, il faut avancer, il faut essayer de trouver... On ne dit pas qu'il faut faire la part belle à ces gens-là, c'est des gens, c'est des fous, mais les gens qui sont au nord, qui se réclament de la Zawad, c'est vrai que parfois ils s'allient au terreau, mais on connaît eux leurs revendications aussi. Donc, vous voyez, il faut mettre tout ça dans la balance pour essayer de voir comment il faut avancer. Sinon, après, ça va être compliqué. Hein? Ça va être compliqué, malheureusement. J'ai juste une question pour Ferdinand. Oui. Ramenons le niveau de ce débat à notre pays, le Togo, par exemple. Je prends un exemple. Ça veut dire que, puisque j'entends les gens dire que il faut leur céder cette partie-là. Personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça ici. Personne ne l'a dit. Il faut leur céder une partie. Voilà. On dit il faut aller dans un fédéralisme. Exactement. Voilà. Sauf que ces gens-là ont bien précisé que ce n'est pas un fédéralisme qu'ils veulent, mais qu'ils veulent. C'est autour de la table de discussion qu'on décidera. C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas parler à leur place. Ils disent que nous voulons l'indépendance. Mais une fois qu'on est dans une discussion, ils peuvent céder sur la question de l'indépendance. D'accord. OK. Deuxième chose, c'est au niveau de notre combat nous-mêmes avec notre pays.
on voit à chaque fois que les gens sortent, on massacre les gens et tout ça là. Est-ce à dire que parce qu'on massacre la population et tout ça, on doit laisser tomber le combat? Pourquoi on doit laisser tomber le combat? Voilà ce qui vient d'être dit tout à l'heure quand on parlait des deux protagonistes. Monsieur Falatina, c'est pas ce qu'on a dit. C'est pas la même chose, monsieur. Laissez-moi finir ma phrase. Je n'ai pas fini ma phrase. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Oui. Parce que tout à l'heure, quand dans la discussion, il est arrivé un moment où on disait que il fallait que l'État abdique et accepte les revendications de ces derniers. Personne n'a dit ça. Ne travestissez pas ce que les gens disent. Personne n'a dit ça ici. Vous comprenez les choses de travers. Vous avez la barre. Non, vous comprenez les choses de travers. Personne n'a dit que l'État doit abdiquer et céder aux revendications de ces gens-là. Personne n'a dit ça ici. Citez-moi une seule personne qui a dit ça ici. Bon. Citez une personne. Est-ce qu'il y a des gens qui ont enregistré? On aura la barre après. Non, citez une seule personne qui a dit ça. Que l'État doit céder à leurs revendications. Citez une personne. Une personne qui a dit que l'État doit céder à la discussion? À leurs revendications. À leurs revendications. L'État doit les céder à leurs revendications, mais c'est Jeune Junior qui l'a dit. Hein. Non. Dis. Non, je précise. Si vous voulez. Faites revenir la barre, si vous voulez. Monsieur, oui, j'ai dit, encore une fois, le monsieur qui venait de descendre a fait une belle analyse, mais la seule chose que moi, je ne peux pas accepter, c'est que on ne peut pas satisfaire le besoin de tout le monde dans un État. Quand je dis le besoin de tout le monde, spécifiquement, on ne peut pas encourager la scission du Mali. Et le grand frère Ferdinand de recorriger en disant non, Junior, il ne s'agit pas d'une scission, mais il s'agit de négocier, pas d'accepter, de négocier avec eux pour peut-être aller sur une autre forme de gouvernance, le fédéralisme et autres, comme il a mentionné peut-être le cas du Nigeria et autres en parlant globalité. Donc personne, en aucun moment dans ce live n'a jamais dit qu'il faudrait abdiquer, il faut donner juste directement les indépendants, si c'est ça même leurs besoins. Parce que jusqu'à preuve de contraire, moi je ne maîtrise pas leurs besoins. Voilà. Donc, justement oui. Leurs besoins, c'est la scission. Donc tu es d'accord que personne n'a dit déjà... Non, quand tu dis qu'il faut satisfaire leurs revendications. Quand j'ai dit ça, hein? Non, moi j'ai dit, je répète ma phrase. Excusez-moi, est-ce que je peux intervenir, c'est possible? D'accord. C'était pour revenir à ça, pour savoir est-ce qu'on doit arrêter notre combat ou bien on doit arrêter notre combat. On doit arrêter notre combat par rapport à quoi? Dites-moi. Parce que c'est dommage que vous comparez l'état du Togo, l'état actuel du Togo, problème malien. Mais maintenant, vous dites, on arrête le combat, on arrête le... Quand je parle du combat, quand je parle du combat, je parle de notre revendication à nous. Que le Togo, quelle revendication, dites-moi? Que le gouvernement qu'on a actuellement, ça n'a qu'il est deux pays dans un bon état pour qu'on le gère. Donc, quel est le parallélisme ou quelle est l'analogie avec l'état du Mali, le débat qu'on est en train de... On nous massacre. Eh oui, c'est la même chose. Quand nous on sort, c'est fou votre analogie quand même. Donc les Togolais sortent, on les massacre. C'est une réalité, ça? on ne peut pas le nier. Ok, les Togolais sortent, on les massacre. Ok, maintenant, les Maliens sont sortis, on les a massacrés, c'est ça? Non, le terreau. C'est ce qu'on vient de dire que quand les terreaux sortent, les Maliens les massacrent. L'État malien les massacre. Maintenant, nous, quand nous on sort pour revendiquer aussi, on nous massacre. Est-ce que, au nom de cela, on doit arrêter de revendiquer et dire bon, je pense que votre analogie, ce que vous êtes en train de dire n'est pas clair. Parce que en termes de Mali aujourd'hui, nous pouvons même parler d'un conflit armé ou nous pouvons parler aujourd'hui d'un état de guerre. En fait, si vous voulez, un conflit armé, un conflit. Laissez-moi aller au bout une petite minute et vous reprenez la parole. Laissez parce que je pense que tout donnez-moi 2 minutes parce que des fois, à force de respecter les droits d'aînés, nous aussi on n'arrive pas à
à soumettre nos idées des fois par rapport à certaines personnes qui, excusez-moi l'expression, qui confondent deux choses qu'il ne faut pas comparer, deux choses qu'il ne faut pas comparer. Aujourd'hui, au Mali, il y a les armes qui crépitent. Il y a des achats d'équipements lourds, en tout cas dans les deux sens. Qu'on le veuille ou non, les rebelles sont armés et le pouvoir est armé. J'ai entendu quelqu'un me dire aujourd'hui, la force légitime appartient au pouvoir ou quelque chose tout à l'heure là, ça a été dit. Je ne refuse pas. Là, nous sommes en présence d'un conflit armé, des gens qui continuent pas à s'armer des deux côtés et tout de suite, Zaga et le grand frère Ferdinand sont en train de nous dire, nous devons quand même bouger les lignes côté malien pour que ces armes cessent et que les deux parties, en tout cas, ne continuent pas à s'armer et s'entretuer entre eux. Donc, quand les rebelles ou les terreaux comme vous voulez, ils sortent aujourd'hui, l'État malien aussi a les réponses adéquates, il peut massacrer. Aujourd'hui, nous sommes dans un sens, au Togo, en tout cas, nous sommes dans une situation où c'est les civils les mains nues. Déjà, vous voyez les civils les mains nues qui sortent. Vous voyez pas déjà les forces en présence de l'autre côté? Et maintenant, pourquoi vous voulez comparer deux choses incomparables alors que nous sommes dans un conflit armé et que les gens crient pacifiquement qu'ils ont besoin de l'eau, déjà même de l'électricité? Non, vous êtes en train de comparer deux choses incomparables. Et moi, c'est là où je vais vous poser peut-être deux questions. Excusez-moi, vous n'avez pas besoin de répondre à ça. C'est une question. Vous êtes Togolais, s'il vous plaît? Et ça, c'est une question ouverte. Vous voulez, vous le répondez, vous voulez pas, vous ne répondez pas. Parce que moi, ou soit vous êtes Togolais, mais vous... Pardon? Joker, ok, j'ai compris. Mais soit vous êtes Togolais, vous êtes libre de défendre ce que vous voulez, mais en voulant défendre forcément l'administration centrale de l'AES aujourd'hui, l'État malien, typiquement l'État malien aujourd'hui, vous prenez en tout cas vous prenez des virages qui vous mettent mal à l'aise par rapport à la situation togolaise aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça que vous essayez de comparer deux choses incomparables. L'administration malienne, hein. Je n'ai pas du tout... Non, mais parce que le débat était aujourd'hui, on cherchait X ou Y et truc. Vous avez, si on repose le cadre du débat, et vous êtes parti du fait que, oui, ça peut arriver que la personne peut mettre le pied, rien ne justifie que c'est l'administration centrale qui se règle des comptes entre X ou Y. Personne n'a dit ça, mais on amène tous les éléments. Mais là, la défense dont j'ai l'impression que les fanatiques de l'AES, tous les éléments que vous amenez, l'AES n'est pas forcément mauvais, mais tous les arguments que vous amenez, des fois, c'est des trucs à dormir debout. Ce n'est pas du fanatisme. C'est des hypothèses que moi aussi je pose. Donc si c'est des hypothèses, ne comparez pas l'État togolais à l'État malien aujourd'hui. Junior, ok, merci. On va laisser la parole à Aïda. Aïda qui est montée, qui avait quelque chose à dire aussi. Gatouzo, on la parole à Sangbavon. Oui, salut Ditri. Je te remercie de me donner la parole. Alors, donc, vous avez compris, hein, on a tous compris que la situation est assez complexe, pas seulement au Mali, mais dans tout le Sahel. Alors, moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on fasse un petit flashback avant de réellement comprendre la situation, ce qui se passe aujourd'hui. Il faut qu'on retourne un peu en arrière. Donc, en fait, il faut qu'on retourne dans les années 2010 et qu'on essaye d'analyser la genèse même de la situation actuelle. Ce qui se passe, c'est qu'après la mort du colonel Kadhafi, il y a eu pas mal de désordres dans la zone, tout au nord du Mali et vers la frontière avec l'Algérie et la Libye. Donc, au fait, la France, en 2011 ou en 2013, alerte l'État malien. Je pense à l'époque, j'ai oublié le nom du président malien qui dirigeait le pays. Donc, au fait, l'État français alerte le gouvernement central malien d'une avancée des djihadistes vers Bamako. Apparemment, ils descendent vers le Sahel. Il y a des colonnes de djihadistes qui descendent vers le Sahel et qui vont vers le sud du Mali. Donc, au fait, il y a une alerte qui a été donnée par l'État français. L'État français propose une intervention militaire. Le Mali a demandé une intervention aérienne. Apparemment, il y a eu des changements, il y a eu un accord et finalement, l'armée française est intervenue au sol, d'où l'opération Serval. C'est comme ça que l'histoire a commencé en 2013. Ce qui se passe, c'est que l'armée française est restée au Mali pendant près d'une dizaine d'années, voire un peu plus. Et au fait, la situation s'est relativement stabilisée et ils ont réussi à contenir les soi-disant djihadistes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux factions d'armées, au fait, qui causent problème à l'État malien. Donc, au fait, il y a les djihadistes, du coup, les terreaux, qui, eux, au fait, défendent un idéal religieux. Il y a un micro aussi assez malaisant.
Ok, donc au fait, il y a les terreaux. Au fait, eux, ils défendent un idéal religieux. Et il y a les, bon, alors j'ai oublié leur acronyme politique, mais je pense que c'est des Touaregs qui habitent plus vers le nord et qui réclament l'indépendance. Et je pense qu'il faut bien qu'on clarifie l'objectif de ces groupes armés. Ce que le FLA, je pense que c'est ça, le FLA, eux, ce qu'ils réclament, c'est carrément la scission du Mali. Parce qu'ils veulent prendre toute la partie nord du Mali, qui représente à peu près 60 à 70% du territoire malien. Ils réclament carrément l'indépendance vis-à-vis de l'État malien. Les terreaux, eux, au fait, c'est juste des gens qui interviennent de temps en temps, des groupes armés qui interviennent de temps en temps pour semer la zizanie et pour perpétrer des crimes assez ahurissants. Il faut qu'on comprenne d'abord ce schéma avant de partir dans les analyses. Alors, moi, je considère, ce que j'ai entendu dire qu'il y a eu des dialogues entre l'État malien et les groupes armés en question. Des dialogues, il y en a eu par le passé. Il y en a eu sous la coupole de Sarkozy, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a eu sous la coupole de François Hollande. Il y a eu même des accords qui ont été signés. Mais le problème, c'est que ces accords n'ont jamais été véritablement respectés par les groupes armés. C'est-à-dire les accords ont été rompus à maintes reprises de façon unilatérale. Ce qui se passe, c'est que ces attaques se sont intensifiées depuis quelque temps. Et au fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une similarité, ou du moins s'il y a une concordance avec l'intensification de ces attaques et la volonté des États du Burkina, du Mali et du Niger à converger vers une espèce de souveraineté. Moi, c'est mon analyse, c'est mon appréhension de la situation. Alors, je vais rentrer dans mon analyse subjective, je vais vous dire ce que je pense de la situation de façon globale. Moi, ce que je pense, c'est que c'est des groupes armés qui sont utilisés pour déstabiliser tous les États africains qui souhaitent avoir une espèce de souveraineté. Ce que moi j'appelle souveraineté, c'est la capacité ou l'aptitude justement des États africains à choisir librement leur partenariat. Moi, je ne considère pas que les gens qui sont rentrés, parce qu'il y avait 12 000 hommes qui sont rentrés dans l'État malien la semaine dernière, je ne pense pas que leur idéal soit religieux ou politique. Moi, je pense que c'est des groupes armés qui ont été payés pour déstabiliser le pays et pour rendre le pays ingouvernable. Et ça ne se passe pas qu'au Mali, ça se passe au Burkina, ça se passe au Niger. Ils sont même rentrés au Togo et on avait perdu des dizaines de militaires dans le nord du pays. En fait, c'est des gens qui sont utilisés tout simplement pour déstabiliser nos États. Et au fait, s'il y a des gouvernements qui aspirent à la liberté, à la souveraineté, en fait, il y aura de l'intensification des attaques terroristes dans ces pays. Ça, c'est ma première analyse. Merci bien. Une question, M. Aïda. Allez-y. Ceux qui attaquent le nord du Nigeria, c'est par rapport à quelle question de souveraineté? Au fait, c'est aussi simple que ça. Boko Haram, vous parlez de Boko Haram, c'est ça, non? Il n'y a pas que Boko Haram au nord du Nigeria, il y a d'autres groupes. Oui, c'est-à-dire que le groupe le plus connu, c'est Boko Haram. C'est-à-dire le groupe qui a le plus de renommée, plus de notoriété depuis qu'on est tout petit, c'est Boko Haram. Moi, je vais vous dire ce que je pense par rapport à Boko Haram. Je pense que le mécanisme est toujours le même. Boko Haram, c'est un groupe d'armées qui est utilisé, je vais dire les termes, par l'Occident pour déstabiliser le Nigeria. Ça, c'est mon analyse. Si je puis le dire, c'est mon analyse. Parce que le Nigeria a quel alignement de souveraineté qui justifie ça? Au fait, c'est simple. C'est-à-dire que le Nigeria, à date, c'est la première puissance économique. Ouais. Et donc, au fait, moi, je pense que l'objectif, justement, c'est d'empêcher ces États de pouvoir maîtriser l'intégralité de leur territoire, déjà. Je pense que c'est un premier point. Et le deuxième, c'est de jouir pleinement de leur richesse et de leur richesse naturelle, au fait. Et au fait, ces groupes armés ont été utilisés depuis belle lurette, depuis les indépendances, depuis la guerre froide. Je me rappelle, parce que moi j'ai essayé de me documenter sur le sujet. Donc je sais que la CIA par exemple avait financé des groupes justement, des factions rivales, et pour empêcher les États de s'aligner derrière la Russie par exemple pendant la guerre froide. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que c'est un mécanisme qui ne date pas d'aujourd'hui, et ça a toujours été utilisé. Et l'objectif de Boko Haram, c'est quoi? Le Nigeria, c'est un mastodonte économique. Le Nigeria, c'est un pays avec un potentiel démographique et minier colossal. Donc, au fait, pour moi, l'objectif, c'est simple, c'est d'empêcher ces pays d'avoir une prospérité normale, au fait. Et c'est pour ça que ces groupes armés sont utilisés dans ces pays. Ça, c'est mon analyse. Alors, quel est l'intérêt de ces groupes-là d'attaquer le nord du Togo? Quel est l'intérêt de ces groupes-là d'attaquer le nord du pays, du Togo? Alors ça, je ne peux pas vous donner une réponse toute faite.
C'est comme si vous me demandez, par exemple, quel est l'intérêt de ces pays, de ces groupes armés d'attaquer le nord du Bénin. Ça, je ne sais pas. Mais le fait est qu'ils l'ont fait. Je devais en venir aussi au Bénin et à la Côte d'Ivoire, et même au Ghana. Parce que quand vous parlez de souveraineté comme un élément majeur de votre analyse, qui fait que ces pays-là sont régulièrement attaqués par des groupes armés, tout ça, vous occultez en réalité les problèmes internes même de ces pays-là. Vous occultez les problèmes de gouvernance, les problèmes internes liés à ces pays-là, la forme même de l'État de ces pays-là. Vous imaginez que le Mali a connu au moins, dans la dernière période, au moins 7 ou 8 coups d'État. Vous avez au moins en idée ce que ça a désorganisé comme désorganisation de l'État malien, les coups d'État? Parce que on ne voit pas cet aspect-là. On ne le voit pas parce que on a vite fait ici, nous avons équilibré le débat en disant tout ce qui se passe dans cette zone-là, il y a des facteurs exogènes, il y a des facteurs endogènes. Mais vous essayez d'occulter les facteurs endogènes en disant oui, s'il se passe des problèmes là-bas, c'est l'extérieur. C'est tout ce qu'on entend depuis un certain moment avec certains Africains. Tout est de la responsabilité des gens de l'extérieur. Donc à l'intérieur, il n'y a aucune responsabilité. Non mais, je me permets, je rebondis assez rapidement sur ce que vous dites. Non, je vais terminer. À l'intérieur, il n'y a aucune responsabilité. Aujourd'hui, ces pays, évidemment, ont décidé de prendre leurs responsabilités et vous avez fait l'histoire. Vous êtes parti même de la Libye et tout ça en disant que tout est parti avec la Libye, tout ça. Mais le problème est antérieur même à la Libye. On peut remonter même au problème malien depuis 90 avec l'Algérie, avec le GIA. Quand l'Algérie a repoussé le GIA, les terroristes du GIA, avec Abbassi Madani et Ali Belhadji, quand l'Algérie a été ensanglantée dans les années 90-91, avec les répercussions des attentats en France, quand l'Algérie a vaincu ces terroristes-là, il les a repoussés dans le Sahel. C'est depuis 90 que ça a commencé cette histoire. Ça ne peut pas commencer avec Kadhafi. Il les a repoussés dans le Sahel, puisque l'Algérie a une frontière avec le Mali. Mais la Libye n'a pas de frontière avec le Mali. Nous sommes d'accord? La Libye n'a pas de frontière avec le Mali. Donc, le problème au Mali est antérieur même à la chute de Kadhafi. Si un pays devait être déstabilisé par la chute de Kadhafi, c'était le Niger. Alors, vous permettez, monsieur Ferdinand? Allez-y. Non, alors, la première question, vous parliez des problèmes endogènes qu'il peut y avoir. Donc, il faut qu'on soit clair. Alors, moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème ou de malgouvernance dans nos États. Ce n'est pas ça que je souligne. D'ailleurs, le sujet de ce débat, au fait, alors j'espère que je ne me suis pas trompé, justement, parce qu'on est en train de parler de la crise malienne. Et donc, au fait, moi, j'ai tout de suite mis le doigt sur les attaques terroristes qu'il y a eu la dernière fois. Donc, j'ai fait un flashback pour essayer de recontextualiser la situation, histoire qu'on puisse se comprendre réellement. Donc, le but n'est pas d'occulter ou de faire impasse sur les problèmes qu'il peut y avoir dans nos États, les problèmes endogènes qu'il peut y avoir dans nos États. Nous, au fait, moi, personnellement, j'essaie juste de comprendre les mécanismes qui sont utilisés pour déstabiliser nos États et j'essaie de comprendre l'objectif de ces groupes armés. C'est tout. C'est mon postulat de base. Oui, moi je ne partage pas entièrement, peut-être en partie cet argumentaire, parce que demain matin, Faure Gnassingbé va vous dire on m'attaque au nord parce que je suis devenu ami de la Russie. C'est ça c'est ça. Parce que demain matin, Faure Gnassingbé va vous dire il y a des attaques terreau au nord du Togo parce que j'ai commencé par être ami de la Russie. C'est ce qu'on a entendu de la bouche de Niamsi. Alors que les attaques au nord du Togo, c'est le débordement du Burkina qui arrive chez nous parce que les djihadistes ont besoin de plus d'espace. Donc, c'est ça. C'est le piège de cette argumentation. Pour dire, oui, si on attaque un pays, c'est parce que le pays veut être souverain qu'on l'attaque. Ce qui se passe au Mali, c'est pas la même chose qui se passe au Togo. C'est pas la même chose qui se passe au nord du Bénin. C'est pas la même chose qui se passera peut-être au nord du Ghana ou au nord de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je suis parti du Nigeria pour revenir au Togo. C'est un argument que vous avancez, mais il est totalement dans le contexte malien. Mais demain matin, si on attaque le nord du Togo parce que les djihadistes veulent plus d'espace ou bien on les chasse de l'autre côté, ils veulent arriver vers la côte pour se protéger, Faure Gnassingbé va prendre son petit drapeau pour dire oui, c'est parce que je suis allé saluer Poutine qu'on est en train de déstabiliser mon pouvoir.
Alors que c'est pas ça. Mais justement, vous voyez, au tout début, j'ai parlé de la complexité de la situation. Je l'ai souligné, cette complexité. On est d'accord que la situation est très complexe. Et en fait, c'est justement notre capacité à bien analyser la situation qui va nous permettre d'être lucide, au fait, face à ce qui se passe en Afrique. Et voilà. Alors, et donc, il faut prendre le problème je suis au cas par cas. Je suis d'accord avec vous. Ok, au cas par cas, faut pas généraliser. Oui. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous en parlant du fait qu'il y a des chefs d'État qui vont forcément utiliser ce levier-là pour manipuler leur peuple, pour manipuler leur masse, pour s'exonérer de leurs responsabilités. Ça, on est totalement d'accord. Mais encore une fois, le fait est que moi, j'essaie d'avoir une analyse bien circonscrite. Donc, je parle de ce qui se passe au Sahel et de la façon dont ces outils de déstabilisation sont utilisés. C'est pour ça que je suis retourné dans la période de la guerre froide et je parlais de la façon dont la CIA, au fait, a utilisé les mêmes mécanismes pour déstabiliser nos États. Donc, moi, je comprends votre analyse. Vous êtes en train de faire une analyse sous votre prisme à vous. Et moi aussi, je fais une analyse. Alors, vous pouvez ne pas être d'accord sur ce que je dis, ou partiellement, ou totalement. Non, on se rejoint quelque part, mais pas sur l'ensemble. On se rejoint quelque part, mais pas sur l'ensemble. Oui, mais le fait est que moi, je fais une analyse en fonction des éléments historiques et politiques que j'ai en ma possession. Et il y a beaucoup d'analystes, même non africains, qui font aussi les mêmes analyses, qui sont occidentaux, au fait, qui parlent au fait de cette déstabilisation de l'Afrique et qui est voulu, et au fait, ils parlent carrément d'un processus de recolonisation, d'une volonté de recolonisation des puissances En fait, il y a un téléphone qui sonne. Non, en fait, c'est TikTok qui m'envoie des notifications. C'est ça. Allez-y. Ouais, très bien. Donc, au fait, ça, c'est ce que je voulais dire au tout début. C'était ma première analyse. Et il faut comprendre que tout ça n'est pas neutre. C'est-à-dire que des gens qui débarquent, 12 000 hommes qui attaquent un pays d'un coup, à travers 7 attaques simultanées, je pense qu'il y a forcément des entités exogènes puissantes derrière. Non, mais c'est pas des gens qui débarquent, ils sont des citoyens du pays. C'est pas des gens qui débarquent. Non. C'est-à-dire que, au fait, il y a des pays, il y a des villes frontalières qui ont été attaquées, par exemple. Donc, en fait, les 12 000 hommes n'étaient pas dans le pays depuis longtemps. C'est-à-dire que il y a eu des groupes armés qui sont venus de l'extérieur aussi. Donc, il y a des villes frontalières qui ont aussi été attaquées. On est d'accord qu'il y avait forcément des Maliens dans le lot. Oui, on est d'accord, c'est des citoyens maliens. Les Maliens sont majoritaires. Ils sont aux 3 frontières, ils sont au centre, ils sont un peu partout, ils sont majoritaires. Et on connaît les communautés. Après, s'ils ont des alliances et qu'ils ont des appuis qui sont venus de l'extérieur, c'est un fait. Mais majoritairement, c'est des Maliens. Alors, moi, ce que j'essaie de dire par là, pour chuter, c'est simple. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'intéresse aussi aux marionnettistes. C'est-à-dire que donc quand tu vas dans un cirque, tu regardes le pantin, mais tu regardes aussi la personne qui tire la ficelle. Moi, c'est hyper important parce que en 2024, il y a eu une attaque contre l'armée malienne dans le nord avec la frontière, sur la frontière Mali-Algérie. Et au fait, on a l'armée ukrainienne a réclamé, c'est-à-dire, je sais pas l'expression adéquate qu'il faut utiliser. Au fait, l'armée ukrainienne a avoué publiquement avoir participé à l'attaque contre l'armée malienne. Et au fait, apparemment, la dernière fois, je n'ai pas les infos parce qu'il n'a pas eu de communication officielle, mais apparemment, il y avait encore des militaires ukrainiens dans le coup qui ont piloté des drones. Donc, au fait, moi, je pars du principe que, au vu de tous ces éléments, je considère qu'il y a forcément des entités exogènes qui sont des puissances, au fait, qui tirent les ficelles. Et moi, c'est sur ça que je voulais mettre mon doigt. Merci bien. Merci Aïda. Très intéressant le débat. Hein. Ça permet d'avoir encore une vision plus large sur le sujet, de comprendre aussi certains aspects de cette guerre qui se passe dans la sous-région ouest africaine. Je sais, est-ce que si quelqu'un sur le panel encore quelque chose à dire par rapport au sujet, puisqu'on va passer. Gattuso veut parler. Gattuso, désolé Gattuso, j'étais complètement oublié.
Oui, Gattuso, ne hogbe. Gattuso le caméra. Voilà même les micros à bord parce que les micros les en moi. Gattuso. Bon. Et Aïda, je voudrais te remercier. Je voudrais quand même te féliciter pour l'échange qu'il y a eu avec le grand frère Ferdinand. Une chose est sûre, c'est on se rejoint sur beaucoup de terrains. Mais il y a une autre chose, c'est qu'il ne faut pas réduire cette problématique à une problématique souverainiste. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce ne sont que des attaques exogènes contre la souveraineté de certains États. Et ça, il faut qu'on s'entende bien là-dessus. Et toi-même, tu l'as dit qu'avant 2012 ou 2013, il y avait déjà le FLA qui était en place au nord du Mali. Donc, il faut qu'on essaie de bien circoncire le sujet et savoir, faire la part des choses. Voilà, faire la part des choses. Il ne faut pas tout mettre sur le compte. C'est un geste très fort. Gattuso, le proche Gattuso. Donc, merci beaucoup, Aïda. S'il vous plaît. Là, on n'arrive pas à le muter. Son micro est un peu... Gattuso. Vous pouvez le descendre en attendant. Voilà, c'est ça. Voilà, on va le descendre et puis... Donc, il y a beaucoup de paramètres en jeu. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que dans l'histoire récente, on voit qu'il y a beaucoup de pertes en vies humaines du côté de la population malienne. Et pour cette raison-là, je pense qu'il faudrait quand même que les deux parties acceptent de faire des concessions. Voilà. Gattuso, ok. Donc, Yadjaragba, il faut qu'on essaie de réfléchir autour de ça. J'espère que nos amis maliens nous écoutent et qu'ils prennent en compte un peu les échanges qu'il y a eu ici. Je voudrais aussi insister sur le fait que nous avons fait montre de beaucoup d'hypothèses. On a avancé beaucoup d'hypothèses. On n'a pas fait des affirmations. D'accord? Je voudrais quand même insister dessus. Il ne faut pas que les gens aillent dire ailleurs que oui, sur notre live, on a dit des choses qu'on ne maîtrisait pas ou on a affirmé des choses. Non, on a fait beaucoup d'hypothèses. On a posé beaucoup de questions parce que la situation n'est pas claire pour nous. On ne comprend pas très bien la situation. Donc, j'insiste là-dessus. On a émis beaucoup d'hypothèses. On a émis beaucoup d'opinions. On n'a pas émis des certitudes. Tout ce qui se passe là-bas, nous n'avons pas les tenus et les aboutissants de tout ce qui se passe là-bas. Et on exhorte les autorités, on exhorte les groupes rebelles à s'entendre et à trouver une solution qui aille dans le sens de la sécurité, de l'intégrité de la population malienne. Merci beaucoup. Mais là, ouais, on peut évoluer. Alors moi j'ai une question pour toi, Ditri, si tu permets assez rapidement. Non, s'il vous plaît, on va plus débattre de ça, s'il vous plaît. Gattuso, oui, Gattuso. Oui, Matéia. Oui, vas-y. D'accord. Non, tout ce que moi je veux dire, c'est que le tout militaire, je suis d'accord que Mali en haut, à l'étranger, ils sont tous là, on dit les Mali, on entend les Ouan. Mais le tout militaire n'a jamais réglé ce genre de conflit. Le tout militaire n'a jamais réglé ce genre de conflit. D'ailleurs, la Russie a soutenu Bachar al-Assad combien d'années, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé. Est-ce que ce genre de choses ne peut pas nous éclairer plus par rapport à ce qu'on prétend? Puisque depuis, j'entends cette suprématie militaire retrouvée dans ces trois pays-là, en tout cas les trois pays du Sahel qui sont en alliance aujourd'hui, et que jamais de dialogue, jamais de discussion, mais la guerre, parce qu'on est fort. On est fort maintenant. On a acquis des matériels donc de guerre sophistiqués, très lourds, et qu'avec ça, on va les vaincre. Mais comme Ferdinand l'a dit, des gens qui n'ont pas peur de mourir face à une population ou un peuple qui a peur de mourir. Parce que vous tuez 1, 2, 3, 4, 5 terroristes, vous réinventez 10, 20, 40, 30.
Ces gens-là, ils sont décidés. Et regardez même ce qui s'est passé donc le samedi passé, il y a juste une semaine. Les deux groupes qui ont fait les dégâts là, il y a encore quelques mois, ces deux groupes se combattaient. Le JNIM et les FLN se combattaient là-bas parce qu'ils n'ont pas les mêmes idéologies. Le JNIM veut donc instaurer un État où il y a la charia et tout. Donc c'est des intégristes. Alors que les FLN cherchent plutôt une autonomie donc au niveau de Kidal. Mais pour frapper donc l'État malien, ils se sont alliés et ont attaqué le Mali le samedi passé. Parce qu'ils ont un objectif commun. Les gardes de Bamako doivent dégager. Et donc, on va nous dire que les puissances occidentales en question, puisque tout le temps on fuit nos responsabilités en Afrique, et c'est ce qui est dommage. Et quand je vois encore aujourd'hui notre jeunesse faire la même chose, dès qu'il y a une information qui sort de... Moi, je ne dis pas que France 24, RFI, machin sont des gens qui sont dans la vérité absolue. Mais dès qu'une information sort de là, c'est que c'est une fausse information. Et donc aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, les vraies informations, c'est quand ça vient des pays, ou bien des autorités de ces pays-là. Dès qu'une information sort des puissances occidentales, c'est que c'est une fausse information. Et donc, les vraies informations, c'est ces informations-là qui viennent donc de ces pays de l'AES. Et quand aujourd'hui, on voit ce qui se passe, est-ce que les puissances occidentales, même si on sait que ce conflit génère beaucoup d'intérêt et tout, sont aussi derrière le JNIM? Parce qu'avant, on disait que, bon, FLA ou bien avant, le MNLA et tout, que les puissances occidentales sont derrière eux, veulent les protéger et tout, pour qu'il y ait plus d'autonomie et tout. Ok. Mais quant à l'alliance qui s'est passée ces derniers temps et qui a permis à cette attaque, les puissances occidentales aussi sont derrière ça. Et donc, à un moment donné, le conflit, cette situation au Mali, en tout cas tous ces pays, c'est compliqué. Et moi, je pense aussi que le tout militaire, ils ont essayé ça pendant combien de temps? Déjà 3-4 ans. Bon, le Mali, ça fait pratiquement 4 ans, non? Qu'est-ce que ça a donné? Et aujourd'hui, tu te brouilles avec un allié capital donc de cette zone, l'Algérie. Et là, aujourd'hui, concernant cette attaque, c'est l'Algérie et la Mauritanie qu'ils accusent. En disant que c'est parce que le Maroc a reconnu l'autonomie donc du Maroc sur le Sahara occidental, que c'est à cause de ça que cette attaque a eu lieu. Donc que c'est l'Algérie et la Mauritanie qui attaquent. Sans jamais reconnaître que c'est eux qui ont enterré, les autorités maliennes qui ont enterré l'accord d'Alger. L'accord d'Alger, ok, on peut dire tout ce qu'on a envie de dire dessus. Mais quand même, il y a un équilibre qui a été trouvé. Et qui peut-être la mise en œuvre pouvait peut-être déboucher sur quelque chose. Mais à un moment donné, ils ont dit non. Nous, on enterre cet accord, nous, on ne veut pas. Et on va combattre parce qu'on a les Russes maintenant à côté de nous. On a vu même l'échec même des Russes aussi en Centrafrique. Et quand tu leur dis, c'est que toi, tu es paranoïaque. C'est que toi, tu viens d'une autre planète, je ne sais pas. Et donc, croyant qu'avec la Russie, c'est la sécurité garantie, il n'y aura rien, et on se bombe les torses. Aujourd'hui, le dégât est là. Je pense que, à tête reposée, on doit réfléchir sur ce qui se passe là-bas et sur le tout militaire qu'ils sont en train de mettre en avant et les exercer, peut-être à discuter à un moment donné avec ces gens-là. Comme ça a été déjà fait. Sinon, ça va continuer. Ils n'ont pas peur de mourir. Comment vous allez vaincre les gens qui n'ont pas peur de mourir? Moi, c'est la question. Et quand tu poses cette question, jamais de réponse. Jamais de réponse. Comment vous allez les vaincre? Les gens qui n'ont pas peur de mourir. Donc,
la question a été longuement débattue. Je ne veux pas m'étaler dessus. Je veux m'arrêter là pour ça, à partir de cette petite réflexion que je viens de faire. Merci. Est-ce que je peux réagir? Je me suis, voilà, éloigné plus longtemps. Gattuso, merci pour ta contribution. Il y a une ou deux choses que tu as dit dont peut-être il y a des questions ou bien voilà. Quand tu parles de l'accord d'Alger, c'était dans quelles conditions que ces accords étaient signés? Mais attends, je ne suis pas spécialiste, donc tu ne peux pas me poser. Donc on sait dans quelles conditions cet accord a été fait. Maintenant, c'est quoi encore la question et qu'est-ce que tu cherches comme réponse? Ok. Tout simplement pour te dire que ces accords étaient signés, c'était en fait des accords par contrainte, parce que le gouvernement était, disons, quasiment inexistant, où il y avait une armée, disons l'armée française, qui, comme en Côte d'Ivoire, séparait le pays en deux, donnant quasiment une partie à ces terreaux. C'est pas vrai? Non, monsieur, c'est pas vrai. Ok, dis-moi là ce qui est vrai. Monsieur, ce n'est pas vrai. C'est une autonomie progressive qui a été retenue dans l'accord, mais vous mentez. Non mais, Gattuso... On n'a jamais donné une zone. On n'a jamais donné une zone entièrement à un groupe. D'abord. Allez-y. Je vous écoute. Tu ne peux pas quand même m'accuser, m'appeler menteur. Mais je dis que... Mais ça ok, monsieur, vous parlez de l'accord d'Alger. J'ai donné ma réponse. Vous dites autre chose. Mais vous voulez que je sois d'accord? C'est ça? De ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas écrit dans l'accord? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc, tu dis tout simplement que c'est un mensonge et puis c'est fini. C'est comme ça, toi tu raisonnes. Voilà. Il n'a jamais été, une partition de pays n'a jamais été écrite dans l'accord d'Alger, monsieur. Je dis que ces accords ont été signés sous la contrainte parce que le pays était quasiment déjà divisé en deux, comme en Côte d'Ivoire. Donc tu fais quoi où le Nord, laisse-moi terminer ma phrase s'il te plaît. Comme en Côte d'Ivoire, lorsque le Nord était quasiment donné à Guillaume Soro et à ses rebelles, c'était la même chose parce que les gens là occupaient déjà quasiment cet espace. C'est tout. Et donc ce que vous venez de dire par rapport en fait à la sécession, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous permettez 2 petites secondes? Donc, ça n'a jamais été écrit dans l'accord d'Alger. Donc, voilà. Donc, que le pays soit partitionné en deux, jamais. Je dis que c'était déjà le fait. C'était déjà l'état des choses. Faut dire que c'est ce que réclamaient ces gens-là, mais ils ne l'ont pas obtenu. Je dis que l'état des choses, c'est que l'armée française était située entre... On parle d'accord, maintenant tu me parles de l'armée française. Mais bien sûr, c'est on parle de l'accord d'Alger, ce qui est dans l'accord. Là, tu me parles de l'armée française, on va où? Mais bien sûr, avant de signer ces accords, c'était quoi les Monsieur, on a parlé d'accord d'Alger, tu parlais de ce qui est écrit dans l'accord. Moi, je parle. Mais est-ce que tu m'écoutes ou bien tu veux seulement entendre ce que tu veux dire? Je dis que tu vas me parler de l'accord d'Alger et non de l'armée française, c'est tout ce que je dis. Donnez-moi. C'est ça qu'il s'agit. Je dis que l'accord, là, c'était comme en Côte d'Ivoire, où on a... Les gars, s'il vous plaît, allez-y, parce qu'on ne vous entend plus. Okay. Oui, vous permettez? Attends, Aïda, on donne le temps à Opportunity de répondre et ensuite Gattuso va rebondir et ensuite tu peux parler. Opportunity va discuter. D'accord. Donc je disais, merci. Donc même je disais que l'État, la situation sur le terrain faisait que cet accord-là était imposé, comme en Côte d'Ivoire, avec les accords Marcoussi, et etc. Lorsqu'il y a déjà les gens là qui sont à un endroit qu'ils possédaient quasiment, ce n'étaient pas des accords égaux. La deuxième chose, tu parlais de médias. Ditry, avec ta permission, tu veux que je joue un audio? Je peux? Il s'agit de quel audio? De qui? Ok, je n'ai pas besoin même de jouer ça. Peut-être qu'il y en a déjà qui ont écouté ça. Il y a déjà une vidéo où les autorités françaises... L'audio de Alassane Ouattara? Non. Il y a les autorités françaises d'une commission qui posait des questions
aux autorités de médias, je pense que c'était France 24, où il leur demandait pourquoi est-ce qu'ils donnent des tribunes au terreau. On est ici ce matin, on l'a déjà expliqué. Donc c'est de ça. Je peux continuer. Il ne faut pas faire de l'amalgame. Je peux continuer maintenant. Attendez, moi je suis un journaliste, je ne peux pas vous permettre. La question qui a été posée à la commission par M. Charles Aloncle, c'est par rapport aux intérêts français dans le Sahel. Ce n'est pas le travail du journaliste qu'il a mis en cause. C'est par rapport aux intérêts. Moi, j'ai suivi tous les travaux de cette commission. C'est par rapport aux intérêts des Français dans le Sahel qu'on interviewait et qu'on posait la question au journaliste Wassim Nasr. Et puis après, il y a la directrice qui a pris la parole et qui a recadré un certain nombre de choses. Donc, il ne faut pas faire de la manipulation avec cette information. J'ai la vidéo ici sur mon deuxième téléphone. Moi, j'ai suivi la commission. Oui, écoute-moi. Parce qu'il y a des gens qui font des interprétations en disant oui, on a mis en cause le travail du journaliste. Non, on n'a pas mis en cause le travail du journaliste. Ne me prête pas d'attention. Écoute d'abord ce que je dis avant de réagir. Je ne sais pas si on parle de la même vidéo, mais le gars lui dit pourquoi est-ce qu'il donne de la tribune au terreau. C'est la question exacte que le gars a posée. Oui, j'ai suivi. Voilà. J'ai suivi. Donc je dis, c'est son avis de parlementaire, mais le journaliste est justifié. Donc, vous ne pouvez pas prendre la question d'un parlementaire pour généraliser. Je ne généralise rien. Je dis tout simplement. C'est une question d'un parlementaire. Le parlementaire a le droit de poser la question. Le parlementaire, c'est pas un journaliste. Oui, mais là, tu me prêtes des intentions. Je n'ai même pas encore parlé. Tu as la réponse aux questions que je n'ai pas posées. Mais ça, je vous ai entendu. Oui, mais je n'ai même pas posé cette question. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Puisque j'ai parlé donc de ces médias, oui. Non, mais attendez, Ditri a dit que j'ai la parole. Je n'ai même pas encore formulé ma question. Vous avez déjà des réponses. Je vais rester pour vous écouter non plus. Allez-y sur votre question, puisque vous parlez de moi. Oui, non, alors mets-toi. On a dit que j'ai la parole. Je n'ai même pas. C'est ça. Donc je continue. Donc je disais, quand les gens ont des questions ou bien se posent des questions sur des journalistes, il y a de bonnes raisons de faire ça. Parce que, écoutez, si vous prêtez attention, ne serait-ce que les dernières 10 années, tous les grands médias ont été achetés par qui? Par les mêmes milliardaires qui investissent dans les mines, dans tous ces trucs-là en Afrique. Donc, ne dites pas que les journalistes sont des saints qui ne disent que la vérité. Monsieur Opportunity, quel patron de médias tient des mines en Afrique? Donne-moi un exemple. Je dis les milliardaires qui investissent dans ces médias-là. C'est deux choses différentes. Qui tiennent des mines, c'est qui par exemple? Je veux comprendre. Il ne faut pas faire des associations. Vous allez dire Bolloré, on connaît Bolloré, d'accord. Qui encore? Qui? Non, la question, Ferdinand, s'il te plaît. Non, qui tient des mines? Quel patron de médias tient des mines en Afrique? On veut savoir. Vous ne pouvez pas faire des affirmations sur un live dans lequel il y a des journalistes. On ne va pas vous poser des questions. Quel milliardaire tient des mines d'or en Afrique? Et qui tient des médias? Est-ce qu'il y a que l'or en Afrique? Est-ce qu'il y a que les... Dans quelle mine? Dites-nous, dans quelle mine? Il y a qui? Quand on dit d'investissement, qui contrôle la distribution de la bière et ces choses en Afrique? C'est toujours des milliardaires. On veut comprendre. Tu sais, monsieur Opportuniste, moi je peux vous aider. Je donne le nom des responsables des médias et vous allez me dire dans quelle mine ils ont investi. Si ça peut vous aider. Bon, on y va. CMACG, BFM TV, il appartient à qui? À quelle mine en Afrique? S'il te plaît, on peut citer la nom, il n'a rien en Afrique. Il n'a rien. Je ne comprends pas raconter des histoires. Je ne comprends pas. Monsieur Opportunity. Parce que ce narratif-là, on le comprend depuis. C'est le narratif du complotisme. Vous savez, les médias dans le monde entier, chaque pays détermine ses médias par rapport à son influence. Personne n'a empêché les Africains d'avoir leurs médias. En Afrique, on tue les journalistes. Et ça, vous ne dénoncez pas ça. Au Sahel, là-bas, tous les journalistes qui sont indépendants, ils sont en prison. Vous ne dénoncez pas ça. Donc, vous ne pouvez pas venir dire que... Le fait que tu fasses autant de diversion, je ne comprends pas. Ce n'est pas une question de diversion. C'est pas une question de diversion. Parce que je commence une phrase que je n'ai pas encore terminée. Attendez que je finisse. Votre narratif-là, on le connaît. Vous savez, et toutes les puissances ont des médias qui jouent sur leur influence. La Turquie a ses médias aujourd'hui qui émettent, la Chine a ses médias qui émettent, les États-Unis ont leurs médias qui émettent, les Européens ont leurs médias qui émettent, et il n'y a que les Africains qui ne veulent pas créer des médias puissants, ils veulent créer des propagandistes ou bien ils tuent des journalistes. Et ça ne préoccupe personne. Après, on se plaint que
il n'y a que le narratif des autres qu'on écoute. Maintenant, tout le monde sait que les grands groupes médias, des médias, par exemple en France, sont détenus par des milliardaires. Des grands groupes, hein, mais encore qu'il y a des médias très indépendants. Maintenant, à part Bolloré, vous dites qu'il y a des milliardaires qui tiennent des mines en Afrique. Quel milliardaire tient des mines en Afrique, par exemple? Quel milliardaire tient des mines en Afrique? Ouvrez votre micro. Quel milliardaire tient des mines en Afrique? Moi, j'ai proposé de lui donner les noms pour qu'il nous réponde même, mais bon, il a refusé. Opportunity, ouvrez votre micro. Parce que... Ah, tu vois, je parlais, mon micro était fermé. Oui. Quel milliard... On pose les questions précises. Quel milliardaire tient des mines en Afrique? Tu me poses une question. Hein? Juste pour... Maintenant, moi, je parle de narratif des médias. Et tout ce que tu veux, c'est que je te donne la liste de gens... C'est toi qui as dit qu'il y a des milliardaires qui tiennent des mines en Afrique. C'est pas moi qui l'ai dit. Ferdinand, en tant que journaliste, est-ce que tu vas me dire que les pays n'utilisent pas les médias pour leurs propres intérêts? Mais qu'est-ce que je venais de dire? Est-ce que je venais de dire? Mais vous faites de l'amalgame. J'ai dit, il faut pas faire de la confusion entre l'influence que certains pays ont à travers leurs médias, parce qu'ils ont la langue, ils ont la culture qu'ils veulent véhiculer, avec les histoires de les milliardaires tiennent des mines en Afrique. C'est vous qui avez affirmé qu'il y a des milliardaires qui tiennent des médias et qui ont des mines en Afrique. Tu as parlé de mines d'or. Moi, je parle d'intérêt. Tu l'as interprété en parlant de mines d'or. Non, vous avez parlé de mines. C'est des gens qui sont mines d'or. Vous avez parlé de mines, c'est moi qui ai ajouté l'or. Mais vous avez parlé de mines, c'est moi qui ai ajouté l'or. Vous avez parlé de mines, c'est moi qui ai ajouté l'or. Et je voudrais savoir quelle mine dans lesquelles... Je parle d'intérêt que ces gens-là ont. Ils ont les ports, ils sont dans la bière, ils sont dans les matières premières. En quoi est-ce que c'est un truc qui est... Faisons ceci. Je vais me muter, je vais sur mon ordinateur, et je sors des informations. Écoute, je pense que c'est votre ordinateur. Parce que la propriété des grands médias français. Non, parce que Bolloré a des ports, d'accord. Mais ça, il tient CNews, il tient plusieurs médias. Le groupe Castel qui vend la bière, il tient quel média? Monsieur Castel, c'est quel média? CMG de Rodolphe Sadé, il tient quel média? Il tient quelle mine? Parce que nous sommes en train de faire l'amalgame, je vais sur mon ordinateur, je vais sortir les informations. C'est que tu connais le sujet, c'est pas sur l'ordinateur que tu vas le chercher. Non, mais pourquoi ça vous dérange maintenant Non, monsieur, c'est moi qui ai parlé des médias et vous êtes arrivé sur cette histoire. Je vais vous donner les grands médias français, les propriétaires de ces grands médias, et on va vérifier si ces propriétaires-là ont des mines en Afrique. D'accord? Maintenant, monsieur Ferdinand dit Castel en Afrique pour la bière. Ça, personne ne le refuse. Est-ce que vous contestez? Mais c'est Martin Bouygues. Martin Bouygues n'a pas de mine, donc il n'a pas de mine en Afrique. Et ok, moi je donne Castel comme le grand frère Ferdinand. Gattuso a parlé aussi de Bouygues. Maintenant qu'il nous donne les deux mines, on va avancer. Parce que ce monsieur est en train de jouer sur les choses. Il va prendre l'accord de Marcoussis et l'histoire de la Côte d'Ivoire pour amener. Ce parallèle ne tient pas parce qu'en aucun cas dans l'accord de Marcoussis, le pays de la Côte d'Ivoire n'a jamais été divisé dans cet accord. Lui, il balance de gauche à droite. Je pense qu'on va refaire ce débat sur le Mali. Il y a d'autres choses sur le Togo qui nous intéressent. Le débat sur le Mali, on va revenir. Bon, on va souhaiter le meilleur pour nos frères maliens, pour que la paix revienne et que les armes cessent de crépiter, qu'elles soient sous la base des facteurs exogènes ou internes. Tout ce que nous souhaitons, c'est que ces pays-là retrouvent une certaine tranquillité dans leur souveraineté. Et parce que s'ils ne retrouvent pas une situation normale, nous aurons la pression, nous les pays qui sont à la côte. Comme je l'ai dit, vous pouvez faire une enquête à Lomé, vous qui avez des oreilles au pays, vous allez voir qu'on est de plus en plus inondé par des vagues migratoires venant du Sahel. Et nos quartiers, nos sous-quartiers sont en train d'être totalement envahis aujourd'hui. Et ça va créer un déséquilibre social dans nos pays. À la longue, il risque d'avoir des problèmes entre les communautés au Togo. Donc, si la situation se règle rapidement dans ces pays-là, ceux qui fuient la guerre pour venir vers nous à la recherche d'une situation paisible vont pouvoir retourner dans leur pays.
Donc, moi, c'est tout ce que moi je peux dire. Ça a été un débat intéressant. Chacun a développé ses arguments. Mais la seule chose sur laquelle on s'est entendu, c'est que la situation est complexe au Mali. Donc, on ne peut pas le regarder sous le prisme sous un seul prisme. Et puis, on est convenu aussi que la mort de ce ministre-là n'est pas claire. Ce n'est pas vraiment clair, la mort de ce ministre-là. Si les autorités actuelles maliennes pourront un jour nous donner les éléments de clarté de cette mort-là, on comprendrait quoi. Donc, voilà ce que moi j'ai à dire. Et puis, bon, moi, je ne vais plus intervenir sur ce sujet. Ça soulève beaucoup de questions. Débat intéressant. Merci beaucoup. Ok, à toi l'antenne. Ouais. Allez, on va évoluer. On revient au Togo. Et voilà, pour décortiquer un peu le discours de Faure Gnassingbé sur ce qu'il a dit à son 6e anniversaire. Son 6e anniversaire du Togo. Donc, je vais essayer d'agrandir un petit peu. Encore, il a prononcé quelques phrases là qu'on va essayer de décrypter un petit peu. C'est bon. Alors, descends un peu l'image. Descends un peu. Encore un peu. Encore. Voilà, c'est bon, on le voit. C'est bon? Non, remonte. Non, remonte. C'est bon? Remonte un peu. Non, là, remonte encore un peu. Là, c'est bon. Oh, bon, ok, laisse comme ça, c'est pas mal. D'accord. Les gars, voilà, vous savez tous, le 27 avril, et Faure Gnassingbé a prononcé un discours, il a dit plein de trucs au TikTok. Ça va arrêter. Je suis en train de parler là. Hop. Allez, hop. Voilà. Donc, je disais que voilà, le 27 avril, comme à l'accoutumée, il a prononcé un discours, il a dit plein de trucs. Donc, moi, j'ai écouté le discours. Je pense que la plupart des gens qui sont ici ont également suivi ça. Je suis allé sur leur page Facebook, président du Conseil des ministres. Et puis voilà, j'ai pioché ces images-là qu'eux-mêmes ils ont mises en place. Et puis ensuite, on va les décortiquer. Alors déjà, premier point, il nous dit que l'indépendance est réelle. Elle se mesure à la solidité de nos institutions, à la vitalité de notre économie et à la cohésion de notre société. Elle se mesure à notre capacité à faire des choix et à les assumer. Alors, Ditry, qu'est-ce que tu en penses? Monsieur, sérieusement, ce monsieur se moque un peu des Togolais. Bon, pour sa défense, on va dire qu'il n'a pas dit qu'on a l'indépendance réelle. Il a juste affirmé, il a juste mis une hypothèse qui en soi est vraie. Une indépendance réelle, hein, elle se mesure, ça c'est vrai. Une indépendance réelle se mesure. Ton micro, ton micro. Ok, attends. Voilà, donc l'indépendance se mesure. Ça c'est une vérité. Et elle se mesure selon différents paramètres qu'il a cités. Bon, je pense qu'on est dans l'entrée de jeu là. Donc elle dit que ça se mesure à la solidité de nos institutions. Par là, je pense qu'il a voulu dire que les institutions, on va parler de l'administration, on va parler des institutions démocratiques, on va arrêtez de signaler le live là, Niato, arrêtez de signaler le live, c'est pas la peine. Ensuite, il nous dit que l'indépendance réelle se mesure à la vitalité de notre économie. D'accord. La vitalité de notre économie. Après, moi, je lance des pistes comme ça. Après, on va redevenir dessus et aller plus au fond. Mais la vitalité d'une économie, d'un pays, ça se mesure selon différents paramètres.
On peut dire par exemple déjà la croissance économique du pays, d'accord, la production, l'évolution de la production intérieure brute du pays, comment ça évolue. On peut voir que quand ça évolue vite et que ça évolue de manière importante, on peut dire que l'économie est vivante ou bien est vive. On peut dire ça comme ça. Et on peut mesurer l'économie aussi par rapport au taux de chômage dans le pays. Est-ce que le chômage est très élevé ou bas? On peut mesurer la vitalité de l'économie par rapport à la vie des entreprises, la durée de vie des entreprises, le succès des entreprises, le développement des entreprises, par exemple. On peut mesurer la vitalité économique par rapport au pouvoir d'achat des habitants. On peut mesurer l'économie par rapport, comment dire, on peut partir dans l'économie, enfin dans la macroéconomie, en dire, bon, est-ce que la dette publique, comment on arrive à gérer la dette publique? Est-ce qu'on arrive à avoir une dette soutenable, à rentrer dans nos frais, c'est-à-dire à rembourser les échéances de la dette et à pouvoir encore, comment dire, régler nos dépenses normales? On peut mesurer l'économie de différentes manières. D'accord? Est-ce qu'aujourd'hui, au Togo, nous avons tous ces paramètres économiques, macroéconomiques, microéconomiques, qui sont solides? Est-ce qu'on peut le dire? Je ne pense pas. On reviendra après dessus. Ensuite, on peut mesurer l'indépendance réelle par rapport à la cohésion de notre société. La cohésion de notre société, je pense qu'il parle de la cohésion sociale. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une vraie cohésion sociale au sein de notre pays? Est-ce que on a vraiment une entente parfaite des communautés, des différentes communautés? Est-ce que dans notre pays aujourd'hui, si on veut aller un peu plus loin en profondeur, est-ce qu'on a une vraie protection sociale? Est-ce qu'on a vraiment une vraie protection des plus fragiles, des plus vulnérables par rapport à ceux qui sont plus nantis? Est-ce qu'on a la protection des personnes qui sont dans des endroits éloignés de la ville, qui arrivent à subvenir à leurs besoins élémentaires? Est-ce que on a, par exemple, dans des villes minières, des habitants qui sont dans les villes minières, qui sont traités de manière juste et équitable par rapport aux activités minières qui se déroulent dans leur ville? Est-ce que les conflits miniers, par exemple, sont réglés de façon correcte? Est-ce que les conflits environnementaux sont réglés de façon correcte? Parce que tout cela fait partie de la cohésion sociale. Est-ce qu'aujourd'hui, les conflits de chefferie sont réglés au Togo? Est-ce que dans tous les cantons ou bien dans tous les cantons du pays, nous avons des chefs traditionnels qui sont là et qui font correctement leur travail? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons la société ou bien dans notre société des valeurs sociales qui sont ancrées dans notre société et qui font que notre société est une société digne de ce nom, et une société vivable, est une société qui respecte les hommes, les femmes, les enfants, les plus pauvres, les handicapés et tous ces gens-là, toute cette classe de société? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire ça au Togo? Est-ce qu'on a aujourd'hui au Togo le respect des droits sociaux, le respect des droits économiques, le respect des droits politiques, le respect des droits environnementaux? Est-ce qu'aujourd'hui, la société peut s'exprimer librement sur le fonctionnement du pays? Je ne pense pas. Donc, à la fin, il nous dit que l'indépendance réelle se mesure à notre capacité à faire des choix et à les assumer. Mais faire des choix, ça veut dire que, en tant que pays souverain, indépendant, on choisit, par exemple, écoutez, de construire un grand gymnase, d'investir des milliards dans une université, d'investir, on fait de manière souveraine nos choix, d'investir des milliards dans une autoroute, d'investir des milliards dans un chemin de fer pour désenclaver toutes les zones du nord et de l'intérieur du pays, pour aérer le pays, pour fluidifier les échanges commerciaux dans le pays, pour construire des infrastructures dans le pays. Est-ce qu'on a vraiment le pouvoir, la souveraineté aujourd'hui en 2026 au Togo de faire ces choix et de les assumer? Les assumer, c'est-à-dire pouvoir les payer de nos propres fonds, par exemple. Est-ce qu'on a le pouvoir de le faire? Je ne pense pas. Donc,
dans cette allocution-là, dans sa première partie qu'il a fait, son premier paragraphe, déjà, je trouve qu'il est complètement en contradiction avec la réalité du pays. Il est complètement en contradiction avec la réalité du pays. Si tant est que c'est une affirmation qu'il fait, s'il est en train de nous dire qu'on est dans une indépendance réelle, moi je trouve qu'on est complètement dans une contradiction. On n'est pas dans une indépendance réelle. En revanche, si son point est de nous dire toute cette phrase-là et d'aller au fond, décortiquer, dire si c'est pas bon, bâtir un tout, décortiquer, dire si c'est pas bon, bâtir un tout, on verra, on va décortiquer tout cela. Mais sachez juste que cette première assertion de monsieur Faure Gnassingbé est une assertion équivoque, qui n'a vraiment pas de sens et qui, d'entrée, nous démontre que ce monsieur n'est pas du tout en contact, connecté avec les réalités du pays. Merci beaucoup. Pour ceux qui veulent rebondir là-dessus, je vous laisse la parole. Hello? Hello? Oui, allô, bonjour. Oui, oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Je pense que... Bonjour. Je pense que... il voulait dire quelque chose, on lui a rédigé un truc, quoi. Quelque chose, on lui a rédigé un truc, quoi. Et puis, il a parlé. C'est tout. Sinon... Le fer de Bangeli a été cédé à des Indiens. Quand on prend le secteur des importations, c'est le groupe Samex, donc, dont est né les supermarchés, les champions, qui ont le monopole de l'importation alimentaire sur l'ensemble du territoire togolais. C'est eux qui importent, c'est eux qui distribuent, le groupe Samex. C'est un groupe, je dirais, ils sont pas libanais, c'est des juifs. C'est c'est un groupe dominé par des juifs. Et quand vous prenez le matériel bureautique, tout ce qui rentre dans le bureautique, les cahiers, les paperasses et tout ça, c'est le groupe quoi? C'est Sotimes. C'est eux qui importent, c'est eux qui vendent les cahiers, tout ça au Togo à la rentrée, c'est eux qui fournissent une grande partie à l'État, l'administration et tout ça. Quand vous prenez le matériel de construction, c'est ceux qui sont au grand marché là-bas, CCT, Watt, en tout cas tous ceux qui ont repris les actifs en partie de S3G et tout ça, c'est eux qui contrôlent tout ça. Quand vous prenez le secteur bancaire, la plupart des banques sont tenues par des capitaux étrangers. Et donc, moi, je viens de faire pratiquement le tour. Il y a d'autres secteurs que j'ai oubliés, mais je viens de faire carrément le tour des secteurs de l'économie qui sont les plus importants. Peut-être que les autres vont ajouter. Donc, qu'est-ce que ce monsieur nous dit? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on est capable de faire des choix dans notre pays-là et les assumer? Moi, je parle ça et les assumer. Est-ce qu'on a la possibilité aujourd'hui de construire un chemin de fer? Détré. Oui. S'il te plaît. Mila, ouais. Trop connexion. Bon, mais essayez de continuer à me faire quoi. Là, il va les bloquer, quoi. Aïe, bloqué. Connexion, bon. Dès que les tournées, j'ai fait avec deux comptes, dès que les tournées. Ah bon? En principe, connexion, il y a le bagnolo. C'est bien. C'est bien, tout se déroule. Emile 5 ans, tout se déroule. Emile 5 ans, Emile Panel a dit 1500 ans, ça veut dire que le panel a dit 1500 ans, ça veut dire que c'est. 1500 ans, ya. 1500 ans, ya. 1500 ans. David, ton micro. Ok. On a continué la prochaine fois. Bon, on est cool. On va pas se compte quoi. On va insister. Parce que là, on va arrêter ici.
Et on reprend prochainement. Hein, le discours va revenir là-dessus après. Je pense que... On va revenir dessus. Parce que là, ils ont Mais vraiment... pourquoi les gens disent que c'est la connexion, ça n'a rien à voir. On faisait un débat connexion, ça n'a rien à voir. On faisait un débat tranquille tout à l'heure où même on a cité Yesubé du métaux à Mbege. Oh oui. Mais do yo Yesubé du métaux même quand vidéo à TikTok où on a voumé on les a appelés ici une ou deux fois, personne n'a rien fait. On tombe maintenant sur le cas du Togo et puis ça bug. C'est sérieux là, vous pensez ça un peu? Ça bug les gars.